Les questions qu'on se pose aujourd'hui sont un peu anglais, comme disent les journalistes. Hop là. Est-il possible actuellement de mobiliser autour d'une nouvelle constitution? Quels sont les obstacles et les divisions à surmonter? Pourquoi faire? Comment faire? Et avec qui? Nous avons une petite expérience depuis 1 an, et notamment depuis la dernière université d'automne, celle qui s'est tenue ici même, en novembre 2022, avec un certain nombre d'invités, et ça rame. Faire ensemble, c'est très compliqué. Faire avec, coopérer, c'est pas vraiment dans les représentations majoritaires des esprits des uns et des autres, et on est plutôt soit dans l'ignorance des uns et des autres, soit dans la méfiance, soit dans la concurrence. C'est un triste constat, mais il vaut mieux affronter la réalité que d'imaginer des chemins bordés de roses et des lendemains qui chantent, alors qu'on est plutôt dans la cacophonie qu'à l'unisson. Oh punaise, je sais pas ce que j'ai cet après-midi. Alors, à défaut de chanter tous ensemble, mes frères et mes sœurs, nous allons parler les uns après les autres. Alors d'abord la parole à Jacques Nikonov, qui est membre de la dynamique populaire constituante. Ensuite, Michel Lambolet, qui est animateur du réseau social laïque, qui tous les deux l'année dernière étaient présents à cette université d'automne. Et puis, je dirais quelques mots pour le Pardem. Vas-y Jacques. Alors, je reprends le thème du débat. Une nouvelle constitution au service d'une nouvelle République. Est-il possible de mobiliser autour d'une nouvelle constitution? Quels sont les obstacles et les divisions à surmonter? Pourquoi faire? Comment faire et avec qui? Alors, je vais tenter de répondre à ces questions en 2 temps. D'abord, essayer d'identifier les obstacles dont il est question, et ensuite, comment avancer. Alors, sur le premier point, je vois 4 obstacles principaux qui freinent le débat public sur le changement de constitution. Premier obstacle, le lien n'est pas clairement établi par la population entre les difficultés qu'elle rencontre quotidiennement et la conscience qu'une nouvelle constitution est nécessaire pour résoudre ces difficultés. Alors, on le voit régulièrement, les questions qui sont liées à la souveraineté, à la démocratie, au social, à l'économie, à l'environnement, apparaissent aux yeux d'une très grande majorité des gens comme sans aucun lien avec les questions constitutionnelles. C'est-à-dire le quotidien n'a pas de relation avec tout ce qui relève de la Constitution. La Constitution actuelle, rappelons-le, 24 fois révisée, et dont 40% du contenu a été réécrit depuis 1958, en fait, permet et encourage les gouvernements à détruire systématiquement, consciencieusement et progressivement la souveraineté de la France et celle du peuple, la démocratie et les libertés publiques, la qualité de l'environnement, la puissance économique de notre pays et son système de protection sociale. C'est-à-dire, en réalité, c'est tout l'inverse de ce que croient les gens. C'est bien à partir de ce cadre constitutionnel remodelé en permanence, finalement, que les attaques contre les aspects les plus fondamentaux de la vie quotidienne de la population émanent. Pourtant, malgré tout cela, le bloc, ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire l'addition de la Déclaration des droits de 1789, du préambule de la Constitution de 1946, de la Charte de l'environnement de 2005, plus le texte de la Constitution elle-même, contient des principes constitutionnels qui permettraient, sans attendre, et même sans révision d'ailleurs,
pour une part, de résoudre la plupart des difficultés du pays. On peut prendre l'exemple maintes fois évoqué du droit à l'emploi, contenu dans le préambule de 1946, qui dit ceci: chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Alors, il faut qu'on se demande pourquoi il y a du chômage, puisque constitutionnellement, il y a les instruments, le principe juridique qui permettrait de l'éliminer. Mais malgré tout ça, on peut quand même affirmer qu'un pas de géant a été accompli à l'occasion de la lutte pour la défense des retraites de cette année 2023. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le Conseil constitutionnel s'est trouvé au cœur du conflit, à la fin, disons, à un moment du conflit, par les deux décisions qu'il a rendues le 14 avril 2023. L'une portait sur le projet de loi sur les retraites et l'autre décision portait sur le référendum d'initiative partagée. Ces décisions, évidemment, ont été négatives, mais elles ont quand même, et c'est cela qui est intéressant aux yeux des gens, elles ont souffert de plusieurs graves défauts. Une déontologie discutable des membres du Conseil constitutionnel, un défaut d'impartialité, l'absence de débat réellement contradictoire, absence d'arguments étayés et cohérents pour justifier l'avis négatif du Conseil constitutionnel. Et donc, beaucoup de gens, particulièrement des syndicalistes, se sont rendus compte que la Constitution actuelle était un obstacle dressé pour empêcher les politiques sociales et la démocratie. C'est tout à fait nouveau. Jamais, jusqu'à présent, un lien aussi évident n'avait été établi entre les questions sociales et démocratiques et les problèmes constitutionnels. Il faudrait donc que sur d'autres sujets comme les salaires, le logement, la santé, l'éducation, l'industrie, l'économie en général, l'environnement, la même prise de conscience intervienne. Donc, premier obstacle, un lien qui n'est pas fait entre questions quotidiennes et questions constitutionnelles. Deuxième obstacle, les questions constitutionnelles apparaissent aux yeux de beaucoup comme de purs problèmes juridiques, donc par définition complexes, accessibles seulement aux spécialistes. Cette situation résulte de plusieurs facteurs. Un premier facteur, c'est le rôle des constitutions dans les sociétés qui est mal compris. Les gens ne voient pas très bien toujours à quoi sert une constitution. Rappelons qu'une constitution est un acte fondateur par lequel une société se constitue une identité et décide de l'ordre social voulu de son régime politique. Une constitution est donc la loi fondamentale d'un État qui contient notamment les droits et les libertés des citoyens, l'organisation et les séparations du pouvoir politique, législatif, exécutif, judiciaire, l'articulation et le fonctionnement des différentes institutions qui composent l'État, l'État central, les collectivités locales, le Conseil constitutionnel, le Parlement, le gouvernement, l'administration, et la limitation des pouvoirs, avec les droits pour la minorité. La Constitution se situe au sommet du système juridique de l'État dont elle est le principe suprême. Toutes les lois, on le sait bien, décrets, arrêtés, traités internationaux, doivent être conformes aux règles que la Constitution définit. Tout cela n'est pas très bien compris. C'est un obstacle, donc un deuxième obstacle, un facteur, disons, que l'on peut identifier. Un autre facteur d'incompréhension, porte sur les conceptions de la Constitution. Beaucoup de gens disent, finalement, une Constitution doit être neutre. Voilà, neutre. Alors, neutre par rapport à quoi? Non. Dans l'histoire, et pour les spécialistes, en fait, il y a plusieurs types de constitutions. On peut identifier deux grands types de constitutions. La constitution dite classique,
par les spécialistes, c'est-à-dire en fait la constitution bourgeoise et la constitution moderne, comme disent aussi les spécialistes, qui s'est imposée, la constitution bourgeoise qui s'est imposée en France. Nous sommes avec une constitution bourgeoise, c'est-à-dire une constitution qui est fondée essentiellement principalement sur l'organisation des pouvoirs publics. C'est ça qui préoccupe les constituants, qui ne sont pas le peuple. On le sait, la constitution de la Ve République a été conçue par un petit groupe dans les mains du général de Gaulle. Tous les soirs, dans son bureau, de Gaulle recevait, tous les matins, recevait les travaux faits la nuit par ses petits camarades, corrigeait, etc. Voilà, le constituant de la Constitution de 58, c'est ce petit groupe d'amis de Charles de Gaulle. Et donc, cette Constitution qui s'est imposée en France en 58, mais c'était aussi le cas, mais moins que cela quand même, parce qu'il y avait quand même des régimes parlementaires, plus ou moins, avec la 4e et la 3e République, et donc elle est fondée sur l'organisation des pouvoirs publics essentiellement, et la souveraineté au seul député, finalement. La souveraineté appartient aux députés dans ce système-là, et encore, en fait, au détriment de la conception moderne de la Constitution, c'est-à-dire d'une Constitution populaire et démocratique. Une Constitution classique, bourgeoise, donc, ne s'intéresse qu'au statut de l'État, à l'organisation des pouvoirs publics, etc., etc., alors qu'une Constitution moderne, démocratique et populaire, sans méconnaître évidemment la nécessité de l'organisation des pouvoirs publics, ça n'aurait aucun sens, bien sûr, mais l'accent, principalement, non pas là-dessus, mais sur le rôle du peuple, d'abord comme constituant, et comme constituant en permanence, et sur la définition des droits humains, naturels et universels. Autre facteur d'incompréhension, les principales forces politiques ont pendant très longtemps érigé la Constitution de la Ve République comme un tabou, au motif que sa principale qualité serait la stabilité. Ça, c'est le mot magique, l'argument ultime. Il ne faut pas toucher à la Ve République parce que c'est la Constitution la plus stable de toute l'histoire constitutionnelle française. Alors, on peut faire deux observations à ce propos. D'abord, la Ve République n'a strictement rien de stable. Tout dépend de ce que l'on observe en matière de stabilité. Je le disais tout à l'heure, son contenu a été 24 fois révisé, c'est un record. Et 40% de la Constitution a été réécrit, c'est également un record. Et un record de quoi? Un record d'instabilité. Donc si on regarde ça, la Constitution de la Ve République n'est pas stable dans son contenu. Le régime politique que soutient la Ve République connaît une crise sociale, économique, environnementale, politique, institutionnelle depuis des décennies qui déstabilise le pays et l'entraîne dans le déclin. C'est aussi un record d'instabilité, ce cumul de crises qu'aucune des constitutions, aucun des régimes politiques précédents n'a connu. Ensuite, la 4e République, décriée par les partisans de la 5e République, d'ailleurs c'était un argument utilisé par les gaullistes au moment du lancement de la 5e République pour mieux mettre en valeur la 5e République. Il fallait décrier la 4e République. Il faut donc rehausser en dignité la 4e République, car malgré les changements fréquents de gouvernement, oui, il y a eu beaucoup de changements de gouvernement, so what? Ça n'a pas empêché, pendant cette période, la France de se redresser après la guerre, de développer la sécurité sociale, la planification, les politiques sociales, l'État social, toutes choses que détruit la Ve République. Donc nous avons là aussi des éléments permettant de surmonter
cet obstacle concernant la conception des différentes constitutions. Et puis, un troisième obstacle également, les groupes et personnalités qui interviennent sur les questions constitutionnelles sont divisés et désorganisés. En dehors des universitaires et des experts constitutionnalistes, il est certainement possible d'établir 4 catégories d'acteurs sur les questions constitutionnelles. Il y a d'abord, on peut les appeler comme ça, les groupes de parole sur le sujet, comme les groupes de gilets jaunes constituants. Ils se réunissent, ils parlent de cela, c'est un progrès, c'est intéressant, mais ça tourne un petit peu en rond. Il y a ensuite les producteurs de projets de constitution. Je ne dirais pas que tout le monde peut écrire sa constitution dans son petit coin, mais pour certains, le fait d'écrire une constitution a résolu le problème. Il suffirait que cette constitution soit mise en œuvre pour que tout change et tout s'améliore. C'est intéressant d'avoir des projets de constitution. D'ailleurs, il y a toujours de très bonnes idées dans ces projets, mais évidemment, c'est totalement déconnecté de la réalité. Il n'y a pas d'action autour de cela. Et l'aspect démocratique fondamental de l'élaboration d'une constitution, qui est le peuple en tant que constituant, est totalement absent, puisque ces personnes qui rédigent des constitutions s'érigent en constituants eux-mêmes. Ils se mettent à la place du peuple. Bon, donc il y a quand même quelques petits défauts dans ce fonctionnement. Il y a également les invocateurs de la mise en place d'une assemblée constituante. Alors, invocateur, pourquoi ? Parce que la revendication d'une assemblée constituante est prématurée. S'il y avait là demain une assemblée constituante avec l'idéologie dominante actuelle, le résultat des travaux de cette constituante serait à peu près la reproduction de la situation que nous connaissons aujourd'hui. C'est pas ça le sujet, c'est une diversion. Le sujet, c'est de créer un débat politique, idéologique dans la société pour faire évoluer les mentalités d'une constitution bourgeoise vers une constitution démocratique. C'est pour ça que c'est une dynamique populaire constituante qu'il faut. Et évidemment, à un moment donné, il y aura besoin d'une assemblée constituante, mais surtout pas maintenant. D'ailleurs, ça ne servirait à rien. Personne ne mettra en place ce genre d'assemblée. Et donc, la dernière catégorie, c'est précisément ceux qui, quels que soient les mots utilisés, veulent promouvoir une dynamique populaire constituante. Alors, jusqu'à présent, il n'a pas été possible de rassembler toutes ces forces dans une coalition unique, d'ailleurs, qui, pour exister, pour durer, ne pourrait que respecter les particularités de chacune de ses composantes. Ça va de soi, ça n'est pas du tout contradictoire. Tous les gens qui sont dans des groupes de parole, qui veulent une constitution, qui ont pondu une constitution, il y en a 10 ou 15 sur le marché, et puis ceux qui veulent une dynamique populaire constituante, il y a quand même un point commun à tout cela. Et donc, il n'est pas incompatible, bien au contraire, d'essayer de se parler et de se rassembler. Mais la contrepartie de cet équilibre, de ce fonctionnement respectueux de la diversité entre toutes ces personnalités et groupes, serait nécessairement le rejet de toute tentative hégémonique de telle ou telle organisation, le rejet des petits chefs et des nano-gourous autoproclamés. Et malheureusement, il y a des gens qui fondent une rente sur le travail qu'ils font et qui considèrent que
Il ne s'agit pas de faire des alliances, mais de rallier les autres à leur panache blanc. Quatrième obstacle, le chemin pour parvenir à mettre en place une nouvelle constitution et donc une nouvelle république n'est pas clair pour les citoyens. Parce que les groupes de parole, les gens qui ont une constitution, il y a une constitution, mais quel est le processus pour y aller? Et puis ceux qui veulent une assemblée constituante, c'est pareil, ok, d'accord, mais comment on fait pour atteindre cet objectif? Eh bien, ça apparaît tout simplement impossible à atteindre. On ne voit pas, les citoyens, et nous-mêmes d'ailleurs, nous ne sommes pas tout à fait clairs sur la façon, sur le chemin pour parvenir à cet objectif. La Constitution actuelle, en effet, apparemment, ne permet que 2 chemins pour être révisés. Ils sont tous les deux dans l'article 89 de la Constitution. Cet article dit ceci: l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. On oublie souvent le rôle du Parlement dans l'article 89. Hein. On ne voit que le président de la République. Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les 2 assemblées en termes identiques. Les 2 assemblées, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès. Dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Voilà ce petit rappel sur la voie royale, disons, même si c'est un paradoxe, pour modifier, réviser la Constitution. Tout ça, ça paraît hors de portée des citoyens, parce qu'il faut avoir un président de la République qui est d'accord avec le projet et la majorité des 3/5 de l'addition du Sénat et de l'Assemblée. Alors, deuxième partie, comment avancer? Moi, je vois 4 pistes. La première piste, c'est un peu la contrepartie des obstacles, évidemment, que j'ai évoqués tout à l'heure. La première piste, c'est de faire un travail d'éducation populaire, de pédagogie, sur le rôle des constitutions dans les sociétés, à quoi ça sert, quels sont les différents types de constitutions, faire du constitutionnalisme comparé dans tel ou tel pays, l'expérience chilienne, très intéressante, etc. etc. Donc, maintenir un débat autour de ces questions-là par des publications, des colloques, des journées d'études, etc. Deuxième piste, mettre en avant les 2 questions principales que sont les droits humains naturels et universels autour du principe du droit opposable, absent de la Constitution actuelle, puisque ce sont des droits papiers, qui n'ont pas d'effet, qui ne sont pas suivis d'effet, et deuxième question, celles qui sont relatives à la souveraineté nationale et populaire, c'est-à-dire la démocratie. 2 axes principaux, les droits humains, naturels, universels, la souveraineté, la démocratie. Et donc, pareil, un travail de pédagogie, d'éducation populaire sur un rappel historique des droits, pourquoi on les appelle naturels, pourquoi universel, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est simplement déclaratif? Est-ce qu'il faut mettre dans la Constitution des instruments contraignants pour l'État, obligeant l'État à mettre en œuvre ses droits dans la réalité? C'est ce qu'on appelle le droit opposable, les droits opposables, et l'extension du domaine du droit opposable à toute une série, à tous les droits.
Voilà, c'est-à-dire pas simplement des vœux pieux autour des droits, mais des actions efficaces. Et concernant la souveraineté et la démocratie, eh bien c'est l'élimination de la Constitution du titre 15 de l'Union européenne et l'introduction, par exemple, entre autres, d'un référendum annuel à questions multiples récurrent. Tous les ans, une série de sujets, enfin, toutes les questions importantes doivent être soumises à référendum. Toutes les lois ordinaires déléguées aux députés. Voilà, les députés s'occupent des questions ordinaires, les citoyens, par référendum, s'occupent des questions stratégiques. Par référendum. Et donc, comment on crée dans la Constitution les éléments permettant d'atteindre ces objectifs. Troisième piste, éclairer les voies possibles pour bâtir une nouvelle Constitution démocratique. Je disais tout à l'heure que la voie royale, c'était l'article 89 pour réviser la Constitution, mais en fait, il y a d'autres possibilités de révision qui sont offertes par les articles 11, 16 et 29. Alors, un petit mot sur ces trois articles, parce que on voit d'ailleurs pour tous les 4 articles concernés que le rôle du Parlement et du Président sont obligatoires et déterminants. Alors l'article 11 très connu, également, je le rappelle, le Président de la République, sur proposition du gouvernement, pendant la durée, alors, sur proposition du gouvernement, c'est très intéressant, parce que quand il y a cohabitation, le gouvernement peut prendre l'initiative d'un référendum via l'article 11. Ça n'a jamais été le cas parce qu'il y avait coïncidence des majorités présidentielles et législatives, et donc c'est le président qui prenait l'initiative, mais on voit bien que là, il y a une possibilité avec l'article 11. Alors, donc, le président de la République, sur proposition du gouvernement, pendant la durée des sessions et sur proposition conjointe des deux assemblées, c'est-à-dire que là, il y a une troisième possibilité. La première, c'est le président, la deuxième, c'est le gouvernement, la troisième, ce sont les deux assemblées, peut prendre l'initiative d'un référendum sur l'article 11. Pour l'instant, ce n'est pas un référendum constitutionnel, c'est un référendum sur d'autres sujets. On va le voir dans un instant. Peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation, et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. La révision de la Constitution n'apparaît pas dans les questions pouvant être soumises au référendum. Donc, a priori, l'article 11 ne permet pas de soumettre une loi référendaire à une loi constitutionnelle, à référendum. Pourtant, un référendum constitutionnel sur l'élection au suffrage universel direct du président de la République française s'est tenu le 28 octobre 1962. C'est le seul. Passant outre l'opposition du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, le président de la République de l'époque, Charles de Gaulle, a imposé ce référendum. Ça fait un tollé. C'est une sorte de petit coup d'État, en réalité, hein, un autre encore. On peut considérer, d'ailleurs, il y a eu un débat lors de la dernière présidentielle autour des propositions un petit peu de Mélenchon, mais comme il est toujours ambigu, le débat n'est pas allé très loin, mais de Marine Le Pen, puisqu'elle a proposé d'utiliser l'article 1, l'article 11 pour des référendums. Et évidemment, tout le monde lui est tombé dessus en disant que ce n'est pas possible. Or, le cas de Gaulle est un précédent qui fait jurisprudence. Et donc, il est possible de fonder une stratégie sur des séries de référendums
du président de la République sur l'article 11. C'est possible. Est-ce qu'il faut le faire? C'est un autre problème, mais en tout cas, on voit que juridiquement et politiquement, il y a un chemin. Mais cette formule, disons, semble valable pour les cohabitations. C'est une situation préférable, certainement, que celle de déléguer au président des référendums avec l'article 1, des référendums constitutionnels. L'article 16. Alors, l'article 16, moi je parle, là on est dans la Constitution actuelle, quelle que soit l'opinion que l'on a de l'article 16. Il est là. Donc, la question est de savoir est-ce qu'on l'utilise ou non. Alors, il concerne les pouvoirs exceptionnels du président de la République. Rien n'interdit dans la Constitution que dans ce cadre, le président convoque un référendum sur une loi constitutionnelle. Et s'il n'y a pas de contre-indication, on peut considérer que c'est tout à fait possible de faire cet exercice. L'article 29, alors ça personne n'en parle, pourtant, je cite ces 3 lignes, le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, seul, sur un ordre du jour déterminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Constitution n'empêche pas une majorité de députés de convoquer la réunion du Parlement sur un ordre du jour portant convocation d'un référendum visant à réviser la Constitution. Ça, c'est un maître débat. Et on verra dans un instant les conséquences pratiques. Et puis l'article 89 dont j'ai parlé, sur lequel je ne reviens pas. Donc au total, quand on observe les possibilités qui sont offertes par ces 4 articles de la Constitution, le rôle du président de la République, bien sûr, mais surtout celui de l'Assemblée nationale et du Parlement sont décisifs pour réviser la Constitution dans un cadre légal. La question se pose alors d'avoir systématiquement des candidats aux constituants aux élections municipales de 2026. Pourquoi? Parce que aux élections municipales, hormis le fait qu'il peut y avoir dans des communes dirigées par des équipes constituantes des pratiques démocratiques nouvelles, notamment référendaires dans ces communes, mais aussi pour élire les sénateurs. On a besoin du Sénat. Et pour avoir des sénateurs, il faut des élus locaux. Des grands électeurs. Des grands électeurs. Donc, question, des candidats constituants législatifs, ça, on a acté ce concept. On voit bien l'intérêt de contourner les partis politiques actuels pour faire émerger de la société des candidats constituants législatifs. Des candidats constituants au sénatorial de 2028, oui, c'est la logique. Si on veut que ces institutions se mettent en mouvement dans cette perspective, il faut les nourrir avec des élus constituants et même, pourquoi pas, un candidat constituant à la présidence de la République en 2027. S'il n'y en a pas, il y a boycott, ça va de soi. Mais pourquoi pas? Donc voilà, ce sont des débats, des nouveaux débats. Et la 4e piste, c'est de rassembler, sans aucune volonté d'hégémonie de qui que ce soit, tous ceux qui réfléchissent et agissent sur les questions constitutionnelles, avec des initiatives publiques qui permettent de rapprocher les points de vue, de faire de la pédagogie, de l'éducation populaire, des publications, des vidéos, etc., de faire vivre ces questions, et ensuite la mise en place de comités locaux constituants dans lesquels pourraient se retrouver les sympathisants des différents groupes dont j'ai parlé tout à l'heure, des citoyens ordinaires qui vont travailler, réfléchir, agir, y compris, et peut-être aussi essentiellement,
sur les questions de candidature aux élections municipales, départementales, municipales, législatives, sénatoriales et peut-être présidentielles. Voilà, je vous remercie. Bien.